nous nous considérons tous, à un moment ou à un autre, comme des sujets de droit. Cela est vrai non seulement en ce qui concerne notre relation à l'État, mais aussi en ce qui concerne notre identité. Par exemple, pensez aux Native Studies, les groupes LGBTQ+, et les mouvements afro-américains et leur lutte pour la reconnaissance légale. Cela est vrai aussi en ce qui concerne notre relation à l'économie, en tant que consommateur contractuel, notre relation à la nature en tant que propriété privée ou publique, à la possibilité de notre extinction comme espèce provoquée par l'événement du changement climatique, conçu comme le droit à un environnement libre de contamination et les droits mercantilisés et négociables à polluer. Mais cela concerne aussi nos concepts de liberté en tant que droit plutôt que comme pratique ou exercice, d'émancipation collective en tant qu'État et reconnaissance juridique, nos manières d'organiser la relation ou nos relations amoureuses et familiales, pensez au mariage, à la parentalité, et même par rapport à nos croyances, liberté d'expression, de religion, de l'avortement, tous conçus comme des droits, en fait. Cependant, nous considérer comme les sujets des droits ne nous donne qu'une image incomplète de notre relation à la loi et au droit. Dans cette relation, nous ne sommes pas simplement les opérateurs, les objets ou les sujets de cette loi et de ces droits, mais nous sommes également, dans des dimensions cruciales de notre existence, amenés à être, à exister par et à travers eux. C'est une banalité, mais chargée de sens, qu'en France, par exemple, il existe-t-il encore, je ne sais pas, un document légal qui sert, au cas de besoin, à prouver qu'on existe. Son nom est justement certificat d'existence. Ainsi, notre relation à la loi et au droit n'est pas seulement juridique ou politique. Cela soulève également des questions existentielles sur la façon dont nous comprenons notre relation au monde et aux autres, à la nature et à nous-mêmes. Mon invitation ici est de penser la loi et les droits comme plus qu'un simple code de conduite, mais plutôt comme une forme de récit qui nous produit en tant que sujet et en nous permettant de dire ce que nous voulons et ce que nous voulons être. Une partie d'un ordre symbolique et structurant notre réalité, c'est-à-dire nos formes possibles d'existence et en même temps, et plus fondamentalement, je crois, un cadre disciplinaire redéfinissant nos désirs. Vous avez peut-être déjà senti une tournure lacanienne dans mes propos, et cela vous arrive parce que l'accent mis dans des concepts tels que désir, ordre symbolique, fantaisie, etc., n'est pas une coïncidence. Je voudrais avancer l'idée que notre relation contemporaine à la loi et au droit requiert une perspective interdisciplinaire et que cette perspective doit inclure une analyse en code psychanalytique. Ne soyez pas surpris. Depuis ses origines avec Freud, la psychanalyse n'a jamais été un simple discours clinique. Et particulièrement chez Lacan, la psychanalyse dialogue avec la philosophie classique, Platon, Kant, Hegel, Husserl, Althusser, c'est-à-dire avec le rationalisme et le structuralisme, avec le droit, avec la politique, avec l'art. Au point que pour beaucoup de psychologues, Lacan est plutôt un philosophe. Et pour Zizek, Lacan s'inscrit dans la lignée du rationalisme, mais avec une conception radicalement différente du sujet. L'importance maintenant d'une analyse en code psychanalytique de notre relation à la loi et au droit
réside, je crois, dans le fait qu'elle semble aider à comprendre certaines dynamiques politiques qui sont au moins paradoxales en Palestine et dans nos sociétés contemporaines plus généralement, qui sont des réalités paradoxales qui sont difficiles à saisir et à expliquer autrement. Le fait que, en même temps que nous assistons à l'exacerbation de la violence structurelle sous la forme d'interventions militaires et de guerre, d'exploitation et des formes de domination coloniale et néocoloniale, de dépossession économique, de fractures et de ségrégation sociale, d'incarcération de masse racialisée, de criminalisation de la dissidence et d'autres formes de violence, avons également un recours croissant au droit et au langage des droits afin de mettre fin à cette violence. Malgré le fait que la loi et les droits jouent un rôle central dans l'articulation de ces formes d'assujettissement. Le fait est que depuis mars, pas le mois de mars, mais le mars le communiste, le fait est que depuis mars, et les multiples critiques du droit qu'il a inspiré, nous sommes parfaitement conscients des dimensions idéologiques du droit, qui masquent les relations sociales réelles, nous disant ce que nous voulons entendre plutôt que ce que nous avons besoin de savoir. Sa capacité, la capacité du droit à articuler la domination, on la connaît. Ses effets disciplinaires, on les connaît, etc., etc. Mais malgré tout cela, nous recourons toujours et de plus en plus au droit. Et donc, il me semble qu'il faut sérieusement considérer la question de savoir comment se fait-il que nous nous retrouvions à exiger de l'État et à travers la loi de soigner une blessure dont nous savons qu'elle a souvent été infligée précisément par l'État et à travers la loi. Mais je vous propose d'arrêter ici ces remarques générales concernant notre relation à la loi et au droit, et je vous invite à partir avec moi en Palestine. La politique palestinienne contemporaine est marquée aussi par des dynamiques similaires. Alors que nous observons un enracinement du régime colonial, la division au sein du mouvement national palestinien, une fragmentation territoriale et institutionnelle et un autoritarisme accru en Palestine, le langage de l'état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Le paradoxe réside dans le fait que, bien que nous savons que le droit a joué et joue toujours un rôle central dans l'articulation et le développement de toutes ces réalités, les Palestiniens et les groupes pro-palestiniens, moi inclus, traduisent de plus en plus leurs revendications politiques en langage juridique, transformant le droit, fondamentalement le droit international, en leur principal lieu de poursuite d'une émancipation politique insaisissable, produisant du même coup ce que Foucault appellerait une explosion discursive dans le champ juridique en relation à la Palestine. Se tournant vers le droit a, sans surprise, je suppose, suscité une sorte de légalisation plus poussée de la politique palestinienne. Du point de vue de l'autorité palestinienne, une entité non souveraine, mais néanmoins très légaliste dans ses actions, ce changement est extrêmement clair et il se reflète mieux aujourd'hui dans l'utilisation presque obsessionnelle, je dirais, du droit international par l'autorité palestinienne pour encadrer les revendications politiques palestiniennes. Mais les citoyens ordinaires aussi se tournent eux aussi vers le droit et contestent de plus en plus ce qu'ils perçoivent, à raison, comme des violations de leurs droits devant l'autorité palestinienne et des mécanismes judiciaires internationaux.
souvent avec, vous le savez, maigres résultats. Des dynamiques similaires se produisent au sein des mouvements sociaux palestiniens et pro-palestiniens qui traduisent constamment leur agenda politique dans le langage du droit, en particulier des droits de l'homme et du droit international. Il est donc étrange, et c'est une première question que je pose, il est donc étrange de voir les Palestiniens dont la dépossession, la colonisation et la domination sont organisées, réifiées et incarnées dans la loi, en même temps que leur propre autorité utilise la loi pour imposer un régime supplémentaire de domination politique. Il est étrange, je disais, de voir les Palestiniens accorder autant de confiance à la légalité pour parvenir à l'émancipation politique. Le problème ne réside pas tant dans le recours au droit en soi, qui peut évidemment avoir un potentiel émancipatoire. Ce qui est inquiétant, c'est que les Palestiniens semblent avoir adopté sans réserve le droit comme leur principale et parfois, semble-t-il, leur seule stratégie. On pourrait penser que confrontés à l'impossibilité d'atteindre leur objectifs politiques par d'autres moyens, les Palestiniens et les groupes pro-palestiniens ont expérimenté une sorte de déplacement psychanalytique du désir, passant de l'émancipation réelle aux promesses incertaines du droit. Leur discours, comme le dirait Judith Butler, paraphrasant en ça Lacan, leur discours compare constamment l'objet perdu, l'émancipation politique, avec l'objet présent, les promesses du droit, et construit des fausses certitudes sur la base de similitudes partielles. Le recours persistant au droit international humanitaire, IHL, le droit international humanitaire, dans le discours palestinien et pro-palestinien, est une excellente illustration de la manière dont les mécanismes ou des mécanismes apparemment libérateurs peuvent également devenir des techniques de domination. Ce corpus, le droit international humanitaire, ce corpus juridique comporte un horizon qui limite le débat aux frontières de 1967 et à la fin de l'occupation à la Cisjordanie et de Gaza. Non seulement il tend à exclure les réfugiés palestiniens de 1948, mais il exclut également du débat toute référence à la Nakba et à son impact continu, imposant une solution à deux États qui, étant donné la forme des négociations sur un État palestinien, au moins quand elles avaient lieu, ne ferait que réarticuler certainement l'asservissement des Palestiniens. Et il impose cette formule problématique avant même que nous ayons eu un véritable débat sur ce à quoi pourrait ressembler une solution juste, non seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens et tous les Palestiniens. Ces dynamiques mettent en œuvre des conceptions particulières et légalistes de la liberté, de l'égalité et de l'émancipation, alors que nous avons besoin de débattre sur les pouvoirs qui doivent être négociés et même démantelés pour produire un ordre véritablement émancipateur pour les Palestiniens. D'ailleurs, certains travaux importants, je crois, critiquant ce tournant vers le droit ou soulignant ses limites et ses dangers, ont été publiés par des chercheurs palestiniens et non palestiniens. Ils analysent l'instrumentalisation du discours juridique et le cynisme politique qu'il peut produire dans les travaux de Laurie Allens, par exemple.
Il révèle comment le champ juridique israélien réduit les revendications politiques palestiniennes à des technicalités juridiques telles que la nature des éléments de preuve ou la charge de la preuve, etc., excluant le débat politique sur la Nakba et ses réfugiés, par exemple dans le cas des travaux de Sami Asmer, où ces travaux dénoncent également l'appropriation du langage du droit international et des droits de l'homme par des acteurs conservateurs et des pouvoirs étatiques pour protéger leurs actions de toute responsabilité juridique et reproduire des structures de domination, comme on le comprend dans les travaux de Mouda et Kant. Il souligne les whitewashing and pinkwashing des politiques israéliennes brutales contre les Palestiniens en recourant à une affirmation rhétorique des droits des minorités, des gays par exemple, comme on le voit dans les travaux de Catherine Franke. Ou plus inquiétant encore, il dévoile le travail des colons israéliens consistant à définir leur propre situation comme une question des droits et des droits de l'homme, comme on le voit dans le cas des travaux de Nicolas Pellucini. Pour un diagnostic complet des complexités, des tensions et des contradictions qu'implique le recours au droit, et au-delà du cynisme, de l'instrumentalisation ou de l'appropriation, les études juridiques sur la Palestine doivent prêter une attention particulière à la logique même qu'impose le recours au droit et son impact sur la lutte palestinienne pour l'émancipation. Nous devons, ce que je propose, nous devons entreprendre une sorte de critique de la raison juridique, en nous demandant ce que le droit lui-même, son langage, ses critères, ses hypothèses, ses structures et ses pratiques font à nos revendications politiques. Qu'est-ce qui se passe quand on traduit nos aspirations politiques dans le langage du droit? Ainsi, par exemple, certains travaux dans d'autres domaines, notamment dans le terrain de Indigenous Studies, dans le droit du travail et les organisations syndicales, dans les études sur les mouvements LGBTQ+, et les mouvements afro-américains, tous ces travaux identifient certains des principaux problèmes présents dans la logique juridique et le glissement de ces mouvements vers le droit. Ils expliquent comment, par exemple, la logique juridique rétrécit ou canalise les revendications d'un mouvement politique dans des termes qui sont seulement reconnaissables dans un régime libéral des droits, tout en transformant leur substance politique et leur aspiration normative. On pourra revenir sur ça si ça sonne trop abstrait. Ces études montrent comment le champ juridique transforme les communautés affectées en titulaires des droits de plus en plus préoccupés par les aspects techniques de la loi, aplatissant ou effaçant ainsi une analyse des relations du droit au pouvoir et aux structures d'oppression. Il souligne comment aussi le droit génère un attachement de la part des membres concernés de la communauté à une sorte de blessure reconnue par les revendications fondées sur les identités et les droits qui y sont associés, renforçant consciemment ou involontairement les politiques identitaires essentialisées. Il révèle aussi comment le droit privilégie le précédent, la causalité, le préjudice individualisé et d'autres valeurs juridiques au détriment des critiques des structures de pouvoir, imposant une logique binaire de gagnant-perdant qui exclut le débat et les approches plus radicaux, plus démocratiques et plus riches du changement socio-juridique adopté par les acteurs du mouvement à l'extérieur du contexte juridique. Cette littérature explique également comment les pratiques et structures juridiques facilitent l'ascension
d'élites telles que les avocats, comme moi, et d'autres experts à la position de dirigeants qui façonnent ensuite les objectifs du mouvement, remplaçant de plus en plus l'expertise et les objectifs des dirigeants des mouvements populaires. Et enfin, ces travaux montrent comment le langage et le discours juridique favorisent une évaluation non critique du type des victoires que le droit peut apporter ou réellement offrir, obscurcissant ainsi les processus par lesquels les stratégies de libération peuvent devenir des technologies de domination. Maintenant, compte tenu de ce diagnostic sommaire, il est possible, il est nécessaire, je dirais, de se demander: les Palestiniens devraient-ils adopter sans réserve le légalisme comme leur seule et leur principale stratégie d'émancipation? Par quelle logique notre revendication de libération, d'émancipation des sujets, d'émancipation d'êtres humains, à la fin, devient-elle une stratégie discursive de reconnaissance juridique? Comment se fait-il? Comment la légalité limite-t-elle ou contraint nos aspirations politiques et nous pousse à vouloir ce qu'elle promet, mais que, nous le savons, elle ne peut pas donner ou produire? Quelle est la nature de la relation entre désir et la loi? Comment le droit et ses pouvoirs productifs et légitimateurs nous emmènent-ils à désirer avec une telle force des choses, par exemple des droits, des institutions, des réglementations, des statuts, qui non seulement sont différentes de nos revendications politiques originelles, mais qui bien souvent les subvertissent ou sont exactement leur opposé. Prenons, pour illustrer ça, prenons l'exemple de l'État palestinien, de l'insistance obsessionnelle de l'autorité palestinienne à être reconnue comme un État, et du nombre étonnant des citoyens ordinaires et des mouvements politiques qui soutiennent avec ferveur cette stratégie qui est, encore une fois, éminemment légaliste, sans nécessairement changer quoi que ce soit de significatif sur le terrain. Le désir obsessionnel d'un État a conduit les Palestiniens non seulement à être prêts à accepter quelque chose de différent de ce pourquoi ils se sont battus, donc un pseudo-État plutôt que l'émancipation et la libération, mais c'est aussi que l'État que leur est permis de négocier semble être exactement le contraire de ce qu'ils voulaient à l'origine. Pensez, en effet, le mouvement national palestinien a été créé, soutenu par les réfugiés palestiniens. Arafat, tous, ils étaient des réfugiés. Et il a toujours défini sa lutte comme une bataille non pas pour un État en soi. Vous lisez la charte de l'OLP 64-68, les deux. L'État est nommé une fois. By the way, l'objectif était la libération de la Palestine et le retour des réfugiés. C'était ça. Donc, en effet, le cas de l'État palestinien est très parlant parce que le mouvement national palestinien a été créé et soutenu par les réfugiés palestiniens et il a toujours défini sa lutte comme une bataille non pas pour un État en soi, mais plutôt une lutte pour la libération de la Palestine et le retour de son peuple sur sa terre. Tout dans les négociations israélo-palestiniennes quand elles avaient lieu indique qu'un État palestinien potentiel sera construit, si jamais cela se fait, seulement et à condition, précisément, du renoncement au droit de retour. Ceci est exactement le contraire de ce pourquoi les Palestiniens se battent. En conclusion, donc, je dirais que nous devons de toute urgence
nous engager sérieusement dans l'analyse, l'étude, la critique de ce virage du mouvement palestinien vers le droit et de ses conséquences potentielles en matière d'émancipation politique. Mais il ne faut pas se méprendre sur ce point. J'ai tendance à être d'accord avec Spivak lorsqu'elle dit que les droits sont quelque chose dont nous ne pouvons pas ne pas vouloir. Entre un ordre politique avec des droits et un autre sans droit, mon choix est clair. Je suis né et grandi sous dictature, donc très sensible à ça. Ainsi, le but de cette analyse n'est pas de plaider en faveur d'une sorte d'abandon total de la loi et des droits. Mon objectif est plutôt de poursuivre un débat nécessaire sur les paradoxes, les ambiguïtés, les pièges même qu'offre le droit, afin d'éviter que nos stratégies d'émancipation ne se transforment pas en technologie de domination. Merci. Par exemple, il y a une semaine, l'Afrique du Sud elle a fait une nouvelle demande pour les mesures provisoires, mais c'était lié plutôt à la famine à Gaza. Déjà, la Cour, pour la deuxième demande, elle a dit qu'elle a pris ces 6 décisions, donc ces 6 mesures, et il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et de même, pour cette demande, la Cour, elle a pris la décision de prendre des mesures liées aux aides alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau? Et aussi pour la demande du Nicaragua aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Surtout que c'est pas contre Israël, c'est plutôt contre l'Allemagne, pour complicité dans le génocide. Donc qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'avocat et juriste? Voilà. Bon, faisons l'analyse juridique et après je vous ferai une sorte de critique aussi de la décision. Effectivement, la Cour a pris déjà une décision, vous le savez, et elle a refusé de dicter des nouvelles ordres quand l'Afrique du Sud l'a demandé. Ça, c'est pas vraiment étonnant. La décision, c'est une bonne décision dans beaucoup de sens, et c'est en même temps une décision que moi j'appelle obscène dans d'autres sens. Elle est positive parce que effectivement elle ordonne une série de mesures. Ça sert aussi au mouvement national et les mouvements pro-palestiniens à développer des stratégies d'advocacy pour les droits des Palestiniens, c'est très bien. D'ailleurs, c'était un moment très, très émouvant, personnellement. Je me suis réveillé très tôt pour entendre les plaidoiries. Et j'étais très ému de voir pour la première fois dans l'instance internationale la plus haute, télévisée pour tous ceux qui voulaient le regarder, de partout dans le monde, quelqu'un qui pourrait dire aux Israéliens en leur face ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Sans qu'il y ait un sioniste derrière qui parle sur l'autre personne, qui est constamment en train d'interrompre. Donc effectivement, pour la première fois, on a vu une délégation israélienne se confronter à la vérité. Maintenant, vous voyez, c'était bien parce qu'il ne pouvait pas juste, c'était pas une interview à la télé, donc il ne pouvait pas être là à rouler les yeux et pas entendre. Il fallait qu'il se défende, donc il fallait entendre, il fallait écouter avec beaucoup d'attention. Donc c'est pas juste qu'ils étaient là, mais ils ont dû écouter, comprendre, etc. pour préparer leur défense. Donc dans tous ces sens, moi je trouve que c'était un moment historique, etc.
Et ça a une répercussion dans le droit international qui est importante. Et c'est pour ça que vous voyez Nicaragua qui emmène d'autres pays, qui accuse d'autres pays de complicité dans le génocide. Parce que, vous voyez, avant la déclaration de la Cour, avant la décision de la Cour, la question de si un génocide était en train de se produire ou pas, c'était une question contestable, discutable. Mais effectivement, quand la Cour dit qu'il est plausible que les actes israéliens à Gaza constituent des actes génocidaires, à ce moment-là, précisément, l'obligation du droit international pour les pays tiers de prévenir un génocide a été déclenchée. Non? Donc il n'y a plus de discussion maintenant qu'il y a un risque de génocide à Gaza. Même si la Cour, vous le savez bien, elle ne s'est pas prononcée sur le fait de si Israël avait commis ou pas un génocide, parce que c'est la décision finale. Voilà, ça sera dans beaucoup d'années, après toute la procédure, la présentation d'évidence, etc. Ça prendra des années. Mais elle a décidé sur des mesures provisoires. Non? Et elle a décidé qu'effectivement, il y avait des raisons suffisantes de croire qu'il était plausible que les actes israéliens, les actions israéliennes à Gaza constituaient des actes génocidaires. Et donc ça déclenche immédiatement la responsabilité des pays tiers de prévenir le crime de génocide. Et donc voilà que ça ouvre la porte à des actions légales comme accuser de l'Allemagne et d'autres de ne pas respecter leur obligation de prévenir le crime de génocide, que d'après la Convention elle-même, mais aussi le droit coutumier international, est une obligation qui concerne tous les pays de l'ordre international. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs dans la décision qui servent, ouvrent la porte à d'autres actions légales, etc. Moi-même, je travaille au Canada, mais aussi ici en France, dans des cas, il y a un groupe d'avocats français qui sont allés à la Cour pénale internationale. Peut-être vous connaissez Gilles Dever, ces gens-là. Bon, je fais partie de ces groupes, mais aussi au Canada, on est en train d'initier demain matin, en fait, des actions légales pour complicité en crime de guerre et génocide contre les membres du gouvernement canadien, pour complicité. Et donc, toutes ces actions sont rendues possibles par cette décision, en fait. D'autre façon, on serait en train de discuter est-ce que c'est vrai que c'est un génocide ou qu'il y a une possibilité de génocide, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs, mais moi j'appelle ces décisions obscènes parce que de l'autre côté, parce que vous le comprenez bien, en fait, la Cour est en train de nous dire que d'après elle, après avoir révisé les présentations de l'Afrique du Sud, d'Israël, etc., elle croit qu'il est plausible que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, mais elle ne va pas ordonner la seule mesure qui pourrait effectivement arrêter ça. C'est quelque chose d'incompréhensible. Si on considère que la Cour internationale de justice, organe des Nations Unies, a aussi une obligation de prévenir le génocide. Moi, je dirais, ma conclusion, c'est que la Cour est en train de violer ses propres obligations. Donc elle nous dit, il est bien possible qu'un génocide est en train de se passer là-bas, mais je ne vais pas ordonner la seule mesure qui pourrait l'arrêter. Comment explique-t-on ça? Et comment le justifie? Bon, il y a, et voilà, je continue ma critique, vous savez, je suis avocat, et à nouveau, je ne prends pas l'abandon du droit, non,
j'invite mes collègues et les gens en général d'être alertes aux paradoxes, aux pièges que le droit présente. Et donc qu'on fasse des décisions, qu'on prenne des décisions bien informées par rapport à nos stratégies légales ou autres. Comment on justifie cette décision? Et je ne vais même pas parler des Israéliens, mais des pro-palestiniens ou des Palestiniens. Donc des amis qui m'ont dit des choses comme, par exemple, oui, mais tu vois, si la Cour avait ordonné le cessez-le-feu, Israël n'aurait pas respecté cette décision. Moi, ma réponse à ça, c'est mais Israël n'est pas en train de respecter cette décision non plus. Donc, quel est le point de cet argument? Exactement. Qu'Israël n'aurait pas respecté la décision d'un cessez-le-feu. Elle n'est pas en train de respecter celle-là non plus. Donc, la Cour, elle perdait rien, pardon, à ordonner le cessez-le-feu. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit donc au tweet de mon ami, qui est un analyste palestinien très respecté, etc., et que je respecte. J'étais surpris par son commentaire sur Twitter, mais c'est quelqu'un de très bien. À son commentaire. Et donc il finit son Twitter en disant voyez, si la Cour avait ordonné donc, le cessez-le-feu, Israël n'aurait pas respecté cette décision. Ma réponse est Israël ne respecte pas non plus cette décision-là. Donc je ne vois pas le point. Mais et il continue et il dit de toute façon, toute cette procédure, c'était même pas l'objet de toute cette procédure. Et là, vraiment, ça va un petit peu plus loin. Donc, je l'ai appelé et je lui ai demandé alors, tu peux m'expliquer si ce n'était pas pour obtenir un cessez-le-feu, quel était l'objectif de cette procédure? Je ne comprends pas. Quel était l'objectif? C'était parce qu'on voulait avoir un développement intéressant dans le droit international? Moi, je m'en fous de développement intéressant du droit international. On voulait changer l'opinion publique internationale. Les Palestiniens, ils s'en foutent aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont vu. Mais ils ne veulent pas savoir. Ils savent qu'ils sont seuls. Donc non, les temps ne sont pas à convaincre. Donc il y a quelqu'un qui répond au tweet et qui dit oh mon Dieu, merci, j'étais tellement fatigué des analyses négatives sur la décision. J'ai lu ça et je me suis demandé, alors c'est à propos de toi? C'est à propos de quoi? Comment tu te sens? Bon, il y a d'autres qui m'ont dit, mais Emilio, tu sais, il faut qu'on donne un virage à la décision qui nous permette de continuer à faire nos actions politiques, médiatiques, donc advocacy. Et moi je comprends bien ça, il faut effectivement montrer comment la décision de la Cour peut nous aider. Mais il ne faut pas se leurrer en faisant cette analyse, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas juste dire « we welcome the decision ». Non, ce n'est pas juste de dire « bienvenue la décision ». Il faut faire la critique aussi. Comment est-il possible que la Cour, organe des Nations Unies, nous dise qu'il est bien probable qu'un génocide est en train de se produire, mais elle n'ordonne pas un cessez-le-feu? Pourquoi? Il n'y a pas de raison légale. Donc il y a d'autres avocats. Et là, on devrait entrer aussi dans des analyses psychanalytiques, parce que là, on parle des gens qui sont pro-palestiniens, qui ont des super bonnes politiques par rapport à la Palestine, rien à dire. Mais pour des raisons, pour moi incompréhensibles au début, mais Lacan, il est en train de m'aider à comprendre, il défend la décision. Donc, il la défend avec des arguments juridiques qui ne s'avèrent pas vrais. Donc, il y a des gens qui ont dit, par exemple, la Cour n'a pas ordonné le cessez-le-feu parce qu'un cessez-le-feu est éminemment bilatéral ou réciproque. Et donc, comme le Hamas n'est pas un État et donc il n'est pas partie de la Convention, les ordres de la Cour ne sont pas obligatoires pour Hamas. Donc, comment pourrait-elle ordonner un cessez-le-feu? Pas vrai. Juridiquement, simplement, pas vrai.
explique pourquoi. C'est vrai qu'il y a d'autres avocats qui m'ont dit mais tu te rends compte, la Cour à la fin elle a été consistante avec ses décisions précédentes. Quand vous regardez l'histoire en fait de décisions de la Cour sur des cas de génocide, vous vous rendez compte que la chose est pire qu'on pensait. Parce que oui, la décision de la Cour est consistante avec les décisions de la Cour, les décisions précédentes dans des cas de génocide, mais tous ces cas avaient à voir avec des gens noirs, marrons dans le sud. Effectivement, la Cour n'a pas ordonné un cessez-le-feu dans le cas des Rohingyas au Myanmar, qui est un cas aussi que la Cour a connu. Elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu dans ce cas-là. Elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu dans le cas de Serbia-Bosnia, qui est aussi un cas que la Cour a connu. Effectivement, elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu. Mais elle a ordonné un cessez-le-feu dans le cas de la Russie-Ukraine. Et quand vous lisez la décision du cas de la Russie-Ukraine, l'ordre de cessez-le-feu est unilatéral. La décision dit en blanc et noir, la cessation de toutes les opérations militaires de la Confédération russe. Et elle ne se prononce pas sur l'Ukraine. Donc cet argument juridique que la Cour n'aurait pas pu ordonner le cessez-le-feu parce que le Hamas, etc., n'est pas un État et que le cessez-le-feu est éminemment bilatéral ou réciproque, n'est pas vrai. Et quand vous voyez le statut de la Cour, il n'y a aucune raison légale qui aurait pu empêcher la Cour d'ordonner le cessez-le-feu. Donc, je crois que j'ai répondu un peu à votre question, même si je n'ai pas répondu à la question de qu'est-ce qu'on peut espérer des nouvelles des membres de l'Afrique du Sud. Moi, je crois que rien, honnêtement. Pour des raisons très simples. Vous voyez, d'autres arguments des pro-palestiniens, des Palestiniens bien intentionnés, mais je crois que problématiques parce que ça confond les gens en fait. Si vous expliquez que la moitié, vous ne faites pas l'autre moitié, bon, les gens ils comprennent partiellement. Donc un autre argument, c'était de dire que... Pardon, j'ai perdu la ligne d'argumentation. Mais je voulais revenir donc... ah oui, pardon. L'autre argument, c'était de dire mais tu te rends compte, la Cour a ordonné à Israël de mettre en place toutes les mesures dans son pouvoir pour éviter la commission d'actes génocidaires. Et tout le monde me disait, si tu interprètes cet ordre, la seule façon d'éviter des tueries, etc., c'est d'arrêter les actions militaires. Oui, mais ça, c'est pas un argument juridique. Il ne peut pas être un argument juridique, parce que dans la logique juridique, n'importe quel avocat vous le dira, quand une cour pense ou veut dicter une mesure, elle le fait. Elle le fait. Si la cour avait voulu ordonner le cessez-le-feu, elle l'aurait dit. Il n'y a aucune raison de penser que la Cour a voulu nous laisser l'interprétation de l'ordre à nous. Il n'y a pas de raison de penser ça. Donc, vous voyez, il y a des gens, même des gens que j'ai cités ici, des gens que je respecte énormément. Moulaï, par exemple. Non, son argument, c'était de dire, mais si vous interprétez correctement l'ordre, elle constitue, elle amende, elle implique une cessation des opérations militaires. Moi, comme avocat, non, je dis non. La logique juridique indique exactement le contraire, que si la Cour avait voulu un cessez-le-feu, elle l'aurait ordonné. Donc tu n'as pas le droit d'interpréter l'ordre comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est terrible. C'est que, en fait, on laisse dans les mains du génocidaire d'évaluer
s'ils sont ou pas en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires dans leur pouvoir pour éviter ou pas éviter. C'est comme si vous faites cambrioler le soir et le mec il est en train de voler vos affaires mais aussi de vous tabasser, vous appelez la police vient et dit au mec monsieur, il faudrait que vous mettiez en place toutes les mesures nécessaires pour éviter de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ridicule, non? Donc, et voilà qu'on revient à ma critique. Donc, vous voyez l'effet que ces décisions produisent est un effet qu'on peut qualifier de positif dans beaucoup d'aspects, mais de l'autre côté, les Israéliens, ils ont raison quand ils disent pardon, la Cour elle a pardonné un cessez-le-feu. Ils ont raison. Donc, indirectement, la Cour permet les opérations militaires. Donc, l'effet que ça produit, quel est l'effet que ça produit à mon avis? C'est une rationalisation juridique d'un génocide. C'est ça que ça produit. Donc, les Israéliens, écoutez, comptez, depuis la décision, 5700 Palestiniens ont été tués. 5700, ça c'est le chiffre d'aujourd'hui. Donc ce qu'on est en train d'observer, c'est un génocide qui se passe pas seulement devant nos yeux et sur nos écrans, mais qui est légitimé par une décision juridique. Légitimé, on va me dire, tu vas trop loin parce que la Cour ne légitime pas, ne justifie pas le génocide, mais c'est l'effet que ça produit. Parce que les Israéliens peuvent, avec raison, nous dire « elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu, donc je peux légalement continuer à tuer ». C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on revient à quoi? On se limite à quoi aujourd'hui? À des discussions bureaucratiques, techniques, légalistes, sur si Israël est en train ou pas de faire tout son possible pour que... Vraiment, c'est ça l'ordre international. Et donc, je voudrais juste, pour vous laisser l'espace peut-être pour d'autres questions, je voulais juste vous dire à la fin, voilà, c'est important qu'on discute, parce que sinon le débat est faussé. L'outrage de beaucoup de gens en face de ce qu'ils perçoivent comme une faillite de l'ordre international à Gaza, cet outrage est basé sur une confusion, sur un malentendu. Parce que, voyez, quand vous regardez l'histoire, mais aussi les pratiques du droit international, vous comprenez bien que le droit international n'a pas été conçu pour éliminer la violence. Il n'a pas été conçu non plus pour la protection des droits de l'homme. L'histoire nous montre que les premières pièces du système international ont été bâties sur des préoccupations sur l'esclavage, la division coloniale des territoires, la division impériale de l'Afrique, de l'Asie, etc. Ça, c'est des pilules papales de 1492 qui ont divisé le monde entre le Portugal et l'Espagne, qui ont peut-être sont les premiers textes du droit international occidental au monde. Il ne s'agissait pas d'éliminer la violence politique. Il s'agissait de diviser le monde entre les mains des pouvoirs coloniaux. Il ne s'agissait pas de la liberté, mais de réguler l'esclavage. Donc non, le droit international n'est pas là pour éliminer la violence politique. En fait, le système légal international est là pour administrer la violence politique, qui est différente. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se sentir outragé. Il n'y a pas de faillite de l'ordre international. Je suis en train d'écrire un article, on commentait ça juste avant de rentrer, qui est intitulé
all things working as intended. Toutes les choses sont en train de fonctionner comme on l'espérait. Pour preuve, et voilà que ça rend un peu de sens à ce que je disais. Je vous parlais des choses que la loi promet mais qu'elle ne va pas produire. Donc le système légal international est basé sur un principe fondamental qui est la l'égalité souveraine entre les États. On est bien d'accord. Vous prenez la charte des Nations Unies, c'est le principe fondamental de l'ordre international, l'égalité souveraine des États. Et après, la même charte établit un droit de veto. Comment est-il possible? Si le principe fondamental du droit, de la charte de l'ONU, de l'institution, de l'organisation, et l'égalité souveraine des États, comment est-il possible qu'il y ait des États qui ont un veto que les autres n'ont pas? Et ce n'est pas juste un exemple, voyez, parce que quand vous lisez la charte des Nations Unies de façon cohérente, globale, compréhensive, vous vous rendez compte que le veto du Conseil de sécurité est nécessaire pour n'importe quelle décision significative dans le monde. Ce n'est pas juste les résolutions du Conseil de sécurité. Si vous voulez être admis, comme la Palestine le voulait, comme membre de l'ONU, Conseil de sécurité, veto. Si on veut expulser un pays, comme il faudrait le faire avec Israël, un pays qui constamment, systématiquement, de façon persistante, viole les obligations de la charte, pourrait être expulsé. Pour ça, Conseil de sécurité, veto. Si vous voulez mettre en application la décision de la Cour internationale de justice, parce que la Cour n'a pas une police, donc la Cour elle ne peut pas. Et comment vous mettez en place la décision de la Cour? C'est le Conseil de sécurité. Veto. Si vous voulez prendre des sanctions contre Israël ou contre n'importe quel autre pays, Conseil de sécurité, veto. Donc il n'y a rien dans l'ordre international qui puisse être fait sans c'est pas juste le consentement, l'accord du Conseil de sécurité, non. L'accord de chacun des 5 membres permanents. Vous voyez? Donc, tout est en train de marcher comme on l'espérait. Il n'y a pas de faillite du système légal international. Et il faut comprendre ça. Sinon, sinon on comprend pas. La première fois que j'ai été à une session du Conseil de sécurité, c'était pour la Syrie, en 2015. J'étais étonné, parce que bon, on le sait, mais quand on le voit se passer devant vous, c'est quand même hallucinant. Donc, il y a une résolution qu'on voulait adopter par rapport à la Syrie, et donc le président du Conseil, au moment le Brésil, lit les résultats de la votation et dit 14 votes, ou disons 13 votes faveur, une abstention, un vote contre. Et donc, dans la logique démocratique, on pense « Ah, la résolution est adoptée !» Et immédiatement, il dit « La résolution n'est pas passée. » C'est ça la réalité de l'ordre international. Bon, c'est des choses que vous saviez de toute façon, mais je voulais juste les mettre dans un cadre qui vous permet de faire une analyse qui est quand même différente et qui est nécessaire. Merci beaucoup pour votre intervention qui fait des miracles pour nous désillusionner toutes et tous par rapport à ce qu'on peut attendre du droit international. J'ai une question qui est peut-être plus socio-historique par rapport à en fait, comment les Palestiniens et les Palestiniennes en arrivent à être dans cette position où ils demandent un État, alors même qu'au début de leur mobilisation,
Il voulait simplement le retour, le droit de retour. Et est-ce que vous pensez que c'est une institutionnalisation progressive des partis par des mouvements de résistance, ou peut-être le fait de mettre le doigt dans les négociations et donc dans toute la machine juridique qui les entraîne petit à petit à modifier? Merci. Super question. Parce que ça me permet d'ouvrir la même analyse focalisée sur la Palestine plus généralement. Donc voilà, comment les Palestiniens arrivent à ça? Bon, il y a une décision politique à un moment donné. Non, la décision n'a pas été pendant les accords d'Oslo. Cette décision a mûri pendant deux décennies, je dirais. Non, donc en 1974, pour la première fois, le leadership de l'OLP décide de prendre une décision qui a accepté de construire un État dans n'importe quelle partie du territoire libéré. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça s'appelait les 10 points, et ça a créé une division dans le mouvement national palestinien, parce que les mouvements des gauches palestiniennes rejettent cette décision. Comment non, la Palestine c'est toute la Palestine, on ne va pas commencer, etc. Donc ça c'est une décision d'Arafat, 1974, qui d'une certaine façon commence à flirter avec la possibilité d'une solution négociée. Et ça a mûri. Bon, Arafat, il a réussi à acquérir un contrôle de l'OLP qui n'avait pas de contrepoids, et ça emmène. Et les gauchistes qui au début avaient rejeté ça et qui boycottaient les meetings du Conseil se sont rendus compte que s'ils continuaient à boycotter, à être absents, la chose allait partir, allait les laisser sur les quais. Donc ils acceptent de revenir, etc. Et ça mûrit jusqu'en 1988, où on voit la déclaration de l'indépendance de l'État palestinien à Alger. Et ça, voilà, c'est l'ouverture, la négociation, la solution à 2 États, etc. Et la légalité internationale. Donc là, les Palestiniens, d'une façon... c'est dommage, mais Arafat l'a répété donc, en 1993, parce que c'était une condition pour la signature des accords d'Oslo, qu'il renonce au terrorisme. Donc effectivement, Arafat s'est vu forcé à dire que toutes les actions qu'ils avaient menées entre 68 et 93 étaient des actions terroristes. Ça a été assez honteux et humiliant pour lui, parce que vous savez, il a été demandé de le dire en anglais. Et Arafat en anglais a fait une erreur, en fait. Il n'a pas dit on renonce au terrorisme. Il a dit quelque chose d'autre qui voulait dire exactement le contraire. Donc, mais juste par une erreur de langue. Et donc les Américains et les Israéliens ont exigé qu'il fasse la déclaration à nouveau. Et donc là, il dit correctement en anglais qu'il renonce, il dénonce et il renonce à la violence et au terrorisme. Donc là, on rentre dans la légalité internationale. Et voilà, votre question, ça me permet de substancier quelque part des propos un peu abstraits que j'ai tenus pendant la présentation. Donc, quand je disais que la traduction des aspirations politiques dans le discours du droit, en fait, aplatit les aspirations normatives de nos revendications politiques. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, libération, qui a une connotation des aspirations normatives très fortes et assez claires, est transformée en reconnaissance étatique. Vous voyez comment c'est différent? Non, c'est différent. On peut avoir un État et être occupé. Et on peut avoir un État et pas être libre, et pas être émancipé ou libéré. C'est d'ailleurs
ce que je crois qui va se passer si jamais on accepte une négociation à 2 États. Ça sera un État vrai État, l'État israélien qui est souverain, etc. Et il y aura à côté de ça une chose que je ne sais pas comment appeler, qui n'aura pas le contrôle sur les frontières, qui n'aura pas contrôle sur les ressources naturelles, qui n'aura pas contrôle sur qui peut être un citoyen de cette entité, qui n'aura pas contrôle de l'air, etc., etc. Mais on va l'appeler État. Juste pour les Palestiniens. En fait, depuis les accords d'Oslo, on est entré dans une logique de définition de la catégorie d'État pour les Palestiniens. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Un État qui n'a pas contrôle des frontières, des ressources naturelles, de l'air, de la mer, de rien. Dans la théorie politique classique, c'est pas un État, c'est tout. Non? Mais c'est ça qu'on veut que les Palestiniens appellent un État. C'est comme ça que vous voyez comment la revendication politique, quand on la traduit dans le langage du droit, parce que si vous allez dans une cour et vous dites « je veux émancipation », je veux libération. La cour ne vous comprend pas. Ce n'est pas un mot qui fasse sens à une cour. La cour ne sait pas quoi faire avec ça. Donc à la cour, il faut lui dire quelque chose qu'elle comprend. Elle comprend État, elle comprend le mot droit de l'homme, l'égalité internationale, etc. Après, mais elle ne comprend pas le mot libération. D'ailleurs, on l'a vu avec le FLN. Vous avez vu le film, non? La bataille d'Alger, etc. Quand on voit Vergès défendre la fille, la fameuse. Et donc il y a des mots qu'elle prononce que la Cour ne reconnaît pas simplement. On parle, c'est une autre langue pour la Cour. Non? Donc on accepte le droit et vous voyez le droit qu'on a donné aux Palestiniens, le droit que les Palestiniens ont le droit de citer, si vous voulez, ou se référer, c'est une partie très particulière du droit international. Parce que c'est basiquement le droit humanitaire international, c'est-à-dire le droit de la victime. Donc les Palestiniens, pour l'ordre international, ne peuvent être que des victimes. Et on le voit bien, non? Vous voyez, moi, honnêtement, je suis assez sceptique des manifestations en Europe, en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont des politiques qui sont correctes, une analyse qui... Mais la majorité des gens sont là pour la paix. Aussi. Ils sont là parce que les Palestiniens meurent et souffrent. Mais ils ne seraient pas là si les Palestiniens étaient des agents de leur propre destin, c'est-à-dire le 7 octobre. Vous voyez? On admet que les Palestiniens méritent notre support quand les Palestiniens souffrent et meurent. Là, on peut les appuyer. Mais si les Palestiniens prennent leur destin dans leurs mains, comme ils l'ont fait le 7 octobre, et si vous voulez, on peut en parler. Hein. Je ne suis pas en train de justifier des actes commis, etc. On fera une distinction. Mais je voulais juste marquer le point que je suis assez sceptique du support européen, nord-américain aux Palestiniens, parce que je crois que plus de 50% des gens qui sont dans les manifestations sont là pour la paix. On peut avoir la paix et avoir un système d'apartheid sous la paix. Non, la paix, c'est pas la justice. Donc quand vous me dites je suis là pour la paix, ça ne veut rien dire pour les Palestiniens. Non? Et donc on les confine au droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la victime. On va t'appuyer si tu souffres ou tu meurs, mais ne prends pas les armes ou ne résiste pas. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle du terrorisme. C'est pas vrai. En fait, vous voyez, parce que la participation de l'OLP pendant les années 70, 80, on a modifié pendant les années 70
les conventions de Genève. Donc les conventions de Genève, c'est effectivement le droit international humanitaire, la loi de l'occupation, la loi de la guerre, etc. Donc dans les conventions de Genève de 1949, non, un conflit armé international qui déclenchait l'application des conventions de Genève était seulement un conflit entre deux ou plus d'États. Ok? Donc, les conventions de Genève, jusque-là, n'étaient pas applicables à la Palestine, n'étaient pas applicables à l'Algérie, par exemple, ou n'importe quelle autre lutte de libération nationale. Parce que c'était les mouvements de libération nationale, ce n'étaient pas des États. Je ne sais pas si je m'explique. D'accord. Bon, en 1977, on signe donc ce qu'on appelle le protocole annexe aux conventions de Genève. Le premier protocole annexe, ça s'appelle comme ça, premier protocole annexe, a fait une chose qui est super importante pour la Palestine et pour d'autres mouvements de libération nationale, c'est qu'il élargit le concept de conflit armé international. Okay? Et donc l'élargit pour comprendre aussi le conflit entre un État et un mouvement de libération nationale qui lutte contre le colonialisme, le racisme ou l'occupation. C'est textuel dans les protocoles. Okay? Donc pour la première fois, en 1977, les conventions de Genève sont applicables à la Palestine et à d'autres mouvements de libération nationale. Donc il y a un corpus qui nous permet de représenter la Palestine dans le droit international. Mais est-ce que vous l'avez jamais entendu dans les discours publics? Même les Palestiniens, est-ce que vous avez entendu un Palestinien citer les protocoles annexes? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas permis de faire ça. Simplement. Parce que le droit international, dans le cas des Palestiniens, sert aussi comme une sorte de grille disciplinaire. Tu peux désirer, tu peux revendiquer être une victime. Tu peux dénoncer ton meurtre. Mais tu ne peux pas attaquer. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas résister. Voilà. C'est peut-être ça ne répond pas complètement à la question, mais j'espère que ça apporte quelque chose. J'avais une question aussi que je vais poser tout de suite. Donc je voulais demander si le droit international conduisait l'autorité palestinienne à se regarder du point de vue de celui qui écrit et qui applique les lois. Pardon. Tu peux recommencer. Je demandais si le droit international conduisait l'autorité palestinienne à se regarder et se décrire du point de vue de celui qui écrit et applique les lois, donc du point de vue du dominant, et donc par là de trouver qu'en fait ces demandes légitimes paraîtraient illégitimes, et donc de les censurer avant même de les demander, avant d'ensuite les négocier, les discuter, etc., dans un rapport de force qui ne lui est pas du tout favorable. Donc si on souhaite rejeter ce système de droit qui force un regard occidental sur les revendications de l'autorité palestinienne, tout à la fois en même temps en recourant à des termes de droit, serait-il envisageable de parler d'un droit universel qui permettrait à la Palestine de redéfinir ses exigences dans des termes presque légaux, tout en refusant ce système qui a été construit du point de vue occidental? Je ne sais pas si j'ai compris, mais si j'ai compris, je dirais que oui, que c'est ce que je disais juste avant, non, qu'effectivement il y a un corpus de droit international qui nous permet de sortir, d'éviter beaucoup de pièges dont je parlais avant. Non, le fait que le Palestinien soit confiné à la position de victime ou d'occupé ou de souffrant ou de mourant, qui ne lui permet pas d'exercer des droits, par exemple à la résistance, etc. Effectivement, quand on regarde, si on se limite à cette partie du droit international qui est imposée sur les Palestiniens, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève de 1949 et les résolutions du Conseil de sécurité par rapport à la question palestinienne, effectivement, tout nous conduit à une solution à deux États.
pas d'espace à discuter. Non, et résolution 242. Non, et à tous les autres pièges dont je parlais avant. Alors, l'autre corpus que je crois qui permet de représenter les Palestiniens d'une façon différente, qui en fait reflète leur situation, leurs conditions, leurs aspirations et la lutte, c'est les protocoles annexes et d'autres textes liés au protocole annexe, qui effectivement reconnaissent que les luttes de libération nationale, ce sont des luttes légitimes et donc justifient le droit à la légitime défense de la part des Palestiniens. Si vous me permettez, je voudrais toucher à un sujet qui est un peu sensible, mais qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent donc le droit des Palestiniens à la résistance, qui me paraît correct d'un point de vue légal. Ici, je ne suis pas en train de vous donner mes opinions politiques, je fais une analyse de la loi. Mais qui ne savent pas comment répondre à la question, mais alors tu justifies la tuerie de civils. Si tu dis que le 7 octobre est un acte légitime, alors tu es en train de dire qu'on peut tuer les juifs civils, les Israéliens civils. Et ça, c'est inacceptable, etc. Bon, le même corpus de droit dont je faisais référence nous permet de faire une distinction qui clarifie et qui évite cette contradiction. Pourquoi ? Parce que dans le droit de la guerre, vous pouvez faire une division aussi du droit international humanitaire. Donc le droit international humanitaire est composé, je dirais, de deux grandes dimensions. Une que les juristes appellent ius ad bellum, ius ad bellum, qui signifie le droit à la guerre. Donc, quand est-ce que vous pouvez faire la guerre? Quand est-ce que vous pouvez attaquer quelqu'un? Ça, c'est ius ad bellum. Et l'autre dimension, c'est le ius in bellum, qui régule ce que vous pouvez faire quand vous faites la guerre. Quelles armes vous pouvez utiliser, quelles techniques ou stratégies, etc. Okay? Donc, une dimension du droit international humanitaire qui définit quand une partie a le droit d'attaquer, ius ad bellum, et une autre partie qui régule donc la conduite pendant la guerre, qui est le ius in bellum. Ouais, si on comprend cette distinction, donc on peut arriver à la conclusion, je crois correcte d'un point de vue strictement légal, qu'il n'y a pas de doute que l'acte du 7 octobre est un acte légitime du point de vue du droit international. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi, c'est la Cour internationale de justice en 2004, elle a donné un avis consultatif sur le mur. Et si vous lisez le paragraphe 149 de sa décision, vous vous rendez compte qu'elle dit en blanc et noir qu'Israël n'a pas, parce qu'une des défenses d'Israël dans cette procédure sur la légalité du mur était que le mur était construit pour des raisons de légitime défense, à cause des actes terroristes, etc. Donc la Cour, dans le paragraphe 149, dit en blanc et noir Israël n'a pas le droit d'invoquer le droit de légitime défense de l'article 51 de la Charte des Nations Unies par rapport à des attaques qui proviennent d'un territoire qu'Israël occupe. Okay? Bon, quand vous lisez ça, et si vous avez la connaissance juridique, vous immédiatement tirez des conclusions. C'est-à-dire, si Israël ne peut pas invoquer la légitime défense par rapport à des attaques qui proviennent d'un territoire qu'il occupe, c'est parce que, en fait, l'occupation elle-même est conçue et comprise dans le droit international comme un acte d'agression. L'occupation est un acte d'agression permanent, en fait. Donc tu ne peux pas te défendre
si tu es celui qui attaque, c'est celui qui agresse. Donc, celui qui est agressé par cet acte d'agression a le droit de se défendre, les Palestiniens. Vous voyez? Donc, 7 octobre est un acte parfaitement légitime. Non? Et d'ailleurs, quand vous lisez les conventions de Genève, l'occupation n'est pas appelée simplement occupation, elle est appelée occupation belligérante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À nouveau, que l'occupation elle-même est un acte d'agression. Donc si tu occupes, tu agresses. Tu ne peux pas invoquer le droit à la légitime défense. Tu es celui qui agresse. Permettez-moi, à nouveau, pas d'opinion politique, juste analyse technique légale. Vous me demandez si on emmène le raisonnement au bout de cette logique légale, la seule conclusion honnête d'un point de vue intellectuel, etc., et légal, la seule conclusion à tirer, la seule conclusion honnête à tirer, c'est que le seul acte de self-défense, de légitime défense qu'on a vu depuis le 7 octobre est le 7 octobre lui-même. Maintenant, comment vous dealez avec ce qui s'est passé le 7 octobre? Bon, il n'y a pas de problème, effectivement, s'il y a eu des crimes commis. Donc, une chose, c'est l'acte du 7, et l'autre chose, c'est des actes qui sont commis au cours de l'exercice légitime de légitime défense. Non? Et là, en tant que Palestinien, en tant que juriste, etc., j'ai aucun problème à accepter qu'il y a peut-être des crimes de guerre qui ont été commis. Maintenant, il faut qu'on me le prouve, parce qu'après tous les mensonges qu'on a entendus, honnêtement, pardonnez-moi si je n'accepte pas les rumeurs et la propagande sans faire une vérification sérieuse, parce que honnêtement, après tout ce qu'on a vu comme propagande et mensonge, on ne peut pas simplement accepter. Donc si le côté israélien prouve qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis, allons à la Cour pénale internationale et que ces gens soient jugés. D'ailleurs, quel est le problème? Les mouvements de libération nationale ont une histoire riche dans ce sens-là. Le FLN, par exemple, a jugé ses propres camarades pour des crimes de guerre qui étaient commis pendant la guerre d'Algérie. Ils l'ont fait, et vous pouvez lire Frantz Fanon dans la 5e année de la révolution algérienne, quand il dit on a eu la triste mission de juger des camarades loyaux, des camarades qui avaient tout donné pour la cause, mais qui avaient commis des crimes de guerre. L'OLP aussi a fait la même chose pendant la guerre civile libanaise, parce qu'il y avait des gens de l'OLP qui avaient commis ce que le leadership considérait des crimes de guerre. Et ils ont été jugés. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais ne me dites pas que l'acte du 7 octobre est un acte terroriste. Ça n'a pas de sens dans le droit international. Le mot terroriste, d'ailleurs, le concept de terrorisme dans le droit international n'existe pas. N'existe pas. Et pour des raisons très claires. Vous voyez, c'est parce que ceux qui pratiquent le terrorisme d'État rejettent l'idée que la définition de terrorisme dans le droit international inclut ce terrorisme d'État. Donc on n'arrive pas à un consensus et donc on n'a pas une définition de terrorisme dans le droit international. Donc d'un point de vue légal, il n'y a aucune raison, et ça ne fait pas de sens d'appeler l'acte du 7 octobre un acte terroriste, parce qu'il aurait eu des crimes de guerre qui ont été commis. C'est comme si on disait, écoutez, la première guerre du Golfe a été menée par une coalition avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première guerre du Golfe. Okay?
elle a été légitimement menée, même si d'un point de vue du droit international. Mais on sait qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis pendant cette guerre. Les Nord-Américains ont bombardé les Irakiens quand ils se retiraient, quand ils s'étaient rendus, on l'a vu à la télé, etc. Bon, il y a des crimes de guerre. Bah, on va appeler la guerre contre l'Irak un acte terroriste. Non, d'un point de vue légal, on dirait, écoutez, les États-Unis et cette coalition, d'après le droit international tel qu'il est aujourd'hui, avaient le droit d'aller à la guerre contre l'Irak, parce qu'il y avait une résolution du Conseil qui l'ordonnait, même si on n'était pas d'accord. Et dans le cours de cette opération militaire légitime, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis. Bon, ces gens doivent être jugés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a une séparation, une distinction à faire qui est très claire, qui est très correcte, et de dealer avec ce paradoxe du 7 octobre. Comment peut-on le défendre en tant qu'un droit qui est là, qui est un droit positif, mais en même temps dénoncer les crimes de guerre qui ont pu être commis? Vous avez dit que le droit international n'est pas là pour punir ni pour arrêter la violence, sur ce même droit que vous avez brillamment analysé via cette vision interdisciplinaire, à la fois philosophique, sociologique, historique, etc., a bien évolué. Donc, je donne à titre d'exemple la juridiction pour l'ex-Yougoslavie en 1993 était d'ailleurs votée par le Conseil de sécurité de l'ONU. On a bien poursuivi ces bourreaux, ces généraux, etc. Alors, pourquoi ne pas l'appliquer aujourd'hui avec la même vision? Et une dernière question, en termes, aujourd'hui, Israël qui s'est défendu longuement en se reposant sur le droit international d'exister. Aujourd'hui, on le voit prospérer un discours outre, c'est le droit religieux. Il y a un récit, une vision religieuse du conflit israélo-palestinien. Merci si vous pouvez me donner juste brièvement quelques éléments de réponse. Oui, écoutez, donc le droit international fonctionne parfaitement. On l'a vu dans le cas de la Russie et l'Ukraine. Quand les étoiles sont bien positionnées. Il est parfait. Il est parfait. On a vu des sanctions immédiates. On a vu donc de l'aide à l'Ukraine massive, aussi bien militaire qu'économique, des sanctions à la Russie, à des dirigeants russes. Un ordre d'arrestation contre Poutine 3 jours après la demande. Vous savez, le premier cas de la Palestine à l'ICC date de 2015. Et on n'a vu rien de tout ça. Pourquoi? Simplement parce que les étoiles ne sont pas alignées. Et les étoiles sont alignées quand elles répondent, elles reflètent les intérêts des 5 et d'autres. Dans l'espèce Israël, qui n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité, Dieu merci. Et voilà, donc on peut appliquer, bien sûr qu'on peut appliquer, mais à nouveau, vous voyez, il ne faut pas oublier la relation. Le droit n'est pas une science qu'on puisse analyser d'un point de vue positiviste, etc. La loi est le produit et le reflet des dynamiques politiques. Voilà. Donc oui, à votre question, pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression qu'on est pressé. Le droit, il peut fonctionner, mais le droit n'est pas une science. Le droit et la politique sont des frères, twins. Et on ne peut pas comprendre, et ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Vous voyez, donc oui, ça pourrait être appliqué. Pourquoi il n'est pas appliqué? Parce que les étoiles ne sont pas alignées. Israël est un allié fondamental des 5, en fait. La question n'est pas naïve. Non, je sais, mais j'essaie de donner une réponse.
Donc Israël est un allié fondamental. Vous voyez, après le 7, tout ce qui s'est passé pendant le génocide, vous voyez, il y a des choses qui se sont éclaircies pour moi. Vous voyez, avant, il y avait toute une discussion si le colonialisme était un épiphénomène du capitalisme ou s'il était essentiel au capitalisme. Il y a des théoriciens indiens, Chatterjee, qui posaient cette question. Non? Et on avait tout un débat. Pour moi, aujourd'hui, la question a une réponse. Vous voyez, effectivement, vous vous rendez compte, en fait, ce qui se passe devant nos yeux, c'est sidérant, pas seulement à cause du génocide, mais la réaction des pays occidentaux. Comment comprendre que Biden ait répété les mensonges à propos de 20 bébés décapités, je ne sais pas quoi, en sachant qu'il allait être démenti, qu'il allait être contredit, qu'il allait être humilié, que ça pouvait lui coûter sa réélection. Pourquoi on fait ça? Bon, d'un point de vue rationnel, de la rationalité qu'eux, ils appliquent, moi je dirais, bon, quand est-ce que je suis disposé à me sacrifier moi-même, Biden, pour quelque chose? Voilà, quand ce quelque chose est à moi. Israël, je suis désolé, mais il est clair aujourd'hui que c'est la dernière colonie de l'Occident au Proche-Orient. Et c'est la seule raison pour laquelle, bon, aussi la culpabilité à cause de l'Holocauste. Hein? Et là, Lacan, à nouveau, parce qu'il faut bien faire une analyse psychoanalytique de cette chose. Vous vous rendez compte, les Allemands, mais pas seulement, je suis désolé de le souligner, mais la France a été aussi très compromise dans le génocide des Juifs. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que les coupables européens du génocide contre les Juifs ont trouvé une solution pour se sentir mieux. Et cette solution n'est pas de prendre la responsabilité du génocide des Juifs. Non, c'est de permettre aux Juifs de génocider quelqu'un d'autre. Il faut du Lacan pour comprendre ça, non? Merci.